Merci d'être resté avec nous. Aujourd'hui, on va parler de l'ennemi public numéro 1 de nos artères, le cholestérol, plutôt le mauvais cholestérol. Vous allez voir, en France, près d'un tiers de la population a un taux de mauvais cholestérol trop élevé, en cause une alimentation trop riche, la sédentarité, la consommation d'alcool, mais aussi, on va le voir avec notre invité, l'hérédité. Alors avant de voir comment lutter contre ce cholestérol, quelques explications. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi on parle de bon et de mauvais cholestérol. C'est en rapport en fait avec son mode de transport. Le cholestérol, c'est un lipide et il a besoin d'un transporteur pouvant lier un lipide tout en circulant dans un milieu liquide tel que le sang. C'est le rôle de ce qu'on appelle les lipoprotéines. C'est une association de graisse et de protéines. Et il y en a deux sortes, les lipoprotéines dites à haute densité, qu'on appelle les HDL, et les lipoprotéines à faible densité. Qu'on appelle LDL. Alors, les premiers transportent le cholestérol vers le foie où il est dégradé, c'est ce qui permet d'éliminer le cholestérol en excès. C'est pour cette raison que le HDL, c'est ce que vous avez sur vos analyses, est surnommé le bon cholestérol, à la différence du mauvais cholestérol, donc le LDL, là aussi sur vos analyses. Lui, il va transporter le cholestérol vers les cellules de l'organisme. Il ne permet pas son élimination, au contraire, on va le voir dans une animation. Oui, vous allez voir, nous sommes dans une artère. Les boules que vous voyez circuler en bleu et jaune représentent donc ce mauvais cholestérol. Et quand la paroi interne d'un vaisseau sanguin devient perméable, vous allez le voir dans quelques instants, le mauvais cholestérol va alors pénétrer, vous voyez ici, à l'intérieur de sa paroi. Et en s'accumulant, il va déclencher une réaction inflammatoire et former ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Autrement dit, ce LDL est en partie responsable des cas de dépôt de cholestérol dans les artères, d'où son surnom évidemment de mauvais cholestérol. Et le danger avec ces types de dépôts, c'est qu'ils vont rétrécir la lumière du vaisseau, le sang va avoir de plus en plus de mal à passer, du coup les tissus sont mal oxygénés. Voilà, je vais vous montrer ça sur des coupes d'artères. Vous avez ici une artère normale, avec ici la lumière de l'artère et ici sa paroi. Si la plaque, vous voyez ici que c'est un peu bouché quand même, si la plaque se fissure, eh bien les substances inflammatoires vont entrer en contact avec les autres éléments du sang qui circulent ici à l'intérieur, comme les globules rouges et les plaquettes, et ça provoque la coagulation du sang. Un caillot sanguin se forme, c'est ce qu'on appelle la thrombose. Vous voyez ici à un stade plus avancé qu'il n'y a plus beaucoup de place pour que le sang puisse passer. Et en plus, ce caillot peut se détacher, circuler dans les artères et provoquer, selon les cas, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire dans le cerveau. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut absolument lutter contre ce mauvais cholestérol. On va voir comment avec nos invités. Pour répondre à vos questions, le docteur Philippe Giral, qui est lipidologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille madame Janine Diano. Bonjour. Diono. Une erreur. Diono. Janine, on va faire plus simple, je vais vous appeler Janine. Voilà, ça fait très longtemps en fait que vous avez des problèmes d'hypercholestérolémie. Vous aviez 22 ans quand on l'a découvert. À quelle occasion? À la suite d'une grossesse que j'ai perdu l'enfant. Oui. Et j'ai trouvé, voilà, on cherchait. Et à l'époque, moi je ne savais pas que c'était héréditaire. J'avais quand même 4,75 g. Ça veut dire qu'avant votre grossesse, vous n'aviez jamais fait d'analyse de sang? Non, c'était pas à l'époque, ça se faisait pas systématiquement. Et vous aviez une alimentation particulièrement riche, grasse À l'époque, ne faisant pas de régime, il faut dire que je mangeais de tout, je faisais pas attention. Comme j'étais du centre de la France, des rillettes. Voilà, vous avez tout compris. D'accord. Et vous aviez des signes ou pas? Vous aviez quelque chose? Vous sentiez quelque chose ou rien? À l'époque, non, pas du tout. Et c'est quand j'ai perdu cet enfant que là, on a fait les recherches et j'ai trouvé donc ce taux. Et après, j'ai refait une autre grossesse que j'ai reperdu le bébé. Et là, on a encore refait des examens et là, ça montait. Ça avait monté. Ah oui, oui, oui. Et vous aviez quand même la notion que dans votre famille, il y avait des choses qui se passaient. Mon père avait du cholestérol à l'époque. Il avait 45 ans, il avait 6,66 g. Et comme il travaillait à la SNCF, il avait eu des contrôles. Donc, il y avait quand même un régime pour lui, mais on ne pensait pas que ça pouvait être héréditaire. Donc, on va voir les chiffres, parce que ces grammes, c'est pas mal. Mais on va voir ça tout à l'heure. La marche pratiquée régulièrement et de façon intensive peut-elle permettre d'éviter la prise de médicaments anti-cholestérol, Monique? Alors ça, on est déjà un petit peu dans le traitement, mais avant de répondre à cette question, les chiffres que les gens voient sur leurs analyses,
Dès qu'on dépasse de 0,01, ça se met en caractère gras avec une petite étoile et ça affole tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut c'est quoi les taux finalement et on nous posait la question d'ailleurs, est-ce que finalement avec l'âge on peut tolérer des taux plus importants? Alors déjà, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, on a changé un peu, c'est plus les valeurs normales, c'est les valeurs usuelles ou les valeurs de référence. C'est celles qu'il y a dans la population en général. Mais en fait, la norme, elle est individuelle. Il y a des gens, ils peuvent avoir 2 grammes de cholestérol et c'est trop, et il y en a qui ont 3 grammes de cholestérol et c'est acceptable. Et là, c'est vraiment tout le travail du médecin de détecter finalement, y a-t-il une hypercholestérolémie, d'autre part l'intégrer dans un risque cardiovasculaire global, et après fixer un objectif. Et là, à ce moment-là, la norme, elle est individuelle. Voilà, parce qu'en fait, il y a l'hypertension, le diabète, différents facteurs qui Voilà. peuvent jouer, et vous préférez maintenant avoir tous les facteurs pour apprécier le risque. Alors à quoi ça sert d'avoir des analyses comme ça, standard? Eh ben parce que ça permet de dépister ceux quand même qui ont trop de cholestérol ou ça permet d'aller plus loin. C'est vrai que par exemple le cas comme cette patiente, elle est probablement issue d'une famille, il y a à peu près une naissance sur 500 qui donne une hypercholestérolémie familiale qu'on dit hétérozygote, avec un taux de cholestérol au double de la norme, c'est-à-dire 4 grammes. Alors c'est une maladie qui est grave, qui donne des complications cardiovasculaires entre 40 et 50 ans chez les hommes, un petit peu plus tard chez les femmes. Et ça, c'est une des maladies génétiques la plus fréquente dans le monde. Et alors, quand on n'a pas cette hérédité ou cette connaissance d'une hérédité de ce type, à partir de quel âge on fait des dosages de cholestérol et à quel rythme il faut les faire? Les recommandations elles disent de faire ça quand on arrive à l'âge adulte, vers 20 ans par exemple. Et puis si c'est normal, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Alors par contre, si on prend du poids, s'il y a un événement dans la famille, si on commence à fumer, à ce moment-là, c'est plutôt nécessaire de faire un contrôle. Alors là, on parle des choses simples. Vous avez le mauvais cholestérol, c'est donc le LDL qui est très élevé. Là, on commence à se poser des questions, etc. Mais sur les analyses, toujours pour les gens qui nous regardent avec les analyses sous les yeux, vous avez le bon cholestérol, vous avez le rapport entre le mauvais et le bon cholestérol. Alors il y a des gens qui se retrouvent avec des analyses où le taux de cholestérol total, c'est-à-dire qu'on additionne tout, est très élevé et au-dessus des normes, mais pourtant ils ont un très bon cholestérol qui est plus élevé. Alors est-ce que finalement c'est pas bien d'avoir beaucoup de cholestérol du moment que c'est du bon? Et en plus vous avez oublié de mentionner, c'est qu'il y a souvent 2 unités. Il y a les grammes par litre et les millimoles par litre. Alors c'est l'horreur parce que souvent les gens confondent. Et suivant les laboratoires, il y en a qui mettent en haut les millimoles et d'autres fois c'est les grammes par litre. Alors beaucoup de cholestérol total, mais finalement que du bon. C'est pas mal. C'est pas que du bon, parce qu'en fait, en général, quand même, le bon, ça dépasse pas à peu près un tiers du cholestérol total. Alors, ça peut varier, ça peut être un 5e comme un tiers. C'est vrai que ceux qui ont un taux élevé de bon cholestérol sont plutôt protégés. Mais on peut avoir les 2 élevés aussi. Ça dépend un tout petit peu quand même du cholestérol total, puisque le cholestérol total est la somme du bon et du mauvais. De toute façon, c'est mieux de le faire analyser, commenter ces analyses par un médecin, que de le faire soi-même avec Internet. On est d'accord. C'est raisonnable. Guylaine nous demande si on a résolu le problème des statines, qui sont vraiment les médicaments, j'allais dire, de référence aujourd'hui pour l'excès de cholestérol, qui provoque d'affreuses douleurs et que peut-on prendre à la place? Est-ce que vous a mis sous statine d'emblée? Ah oui, et vous avez eu des douleurs? J'ai été très très longue à pouvoir m'adapter au point de vue traitement. J'ai fait beaucoup de séries de médicaments que je ne supportais pas. Et quel type de douleur vous aviez? On croirait qu'on vous arrache comment dirais-je, les nerfs, les articulations, ça vous fait mal partout. C'est horrible, quoi. Les statines sont des médicaments absolument extraordinaires, parce que vraiment, la découverte, ça a révolutionné le traitement du cholestérol, ça sauve probablement des milliers de personnes par année de l'infarctus. Actuellement, dans le monde, il y a plus de 100 millions de personnes qui prennent des statines. Mais il y en a à peu près 5% qui ont des douleurs musculaires, qui peuvent aller simple courbature à des douleurs qui vous paralysent complètement. Exact. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'on ne sait pas à quoi c'est dû, on n'a pas d'antidote, et il n'y a pas de traitement alternatif, en ce sens que tous les autres traitements, hélas, n'ont pas prouvé leur efficacité. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les médicaments qui font baisser le cholestérol, il y a ceux qui font baisser le cholestérol, mais dont on ne sait pas s'ils diminuent le nombre d'infarctus. Et les statines sont parmi les seuls médicaments qui font baisser le cholestérol, dont on est sûr qu'en faisant baisser le cholestérol, ils abaissent aussi le nombre d'infarctus. Et ça, c'est très très important, c'est fondamental. Et pour revenir donc à la question tout à l'heure de, je sais plus si c'était un monsieur ou une dame qui demandait si la marche vraiment régulière, etc., ça pouvait éviter de prendre des médicaments, c'est vrai, c'est pas vrai? Non. Je dirais que ça complète. C'est sûr que pour une patiente à 4 grammes, la marche, ça ne va pas arranger les choses. Mais quelqu'un qui a une petite hypercholestérolémie, une modification du mode de vie, c'est sûr que la marche, ça peut arranger les choses. Alors, il ne faut pas confondre un petit peu d'exercice physique. Et puis, on connaît bien les marathoniens qui ont un taux de bon cholestérol très élevé, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, qui peut vraiment être quasiment même le double de la norme. Et ça, c'est très spécifique et c'est dû à une toute petite frange de la population. Alors, Janine, est-ce qu'on vous a expliqué qu'il fallait arrêter de mettre du beurre sous les rillettes?
Oui, mais je ne mange pas du tout de beurre. Je ne mange pas de beurre et je ne mange pas de rillettes. Et je ne mange pas de charcuterie. Vous ne mangez plus. Non, non. Bon, mais à l'époque, quand vous avez commencé à vous mais je ne débuter, mettais pas du beurre avec de la rillette. vous pouvez nous le dire. Mais vous avez eu des conseils pour votre alimentation ou pas? Oui, doublement, parce que j'étais dans le médical, donc obligée. J'ai été bien pilotée de ce côté-là aussi. Hein. Donc grillade, papillote? Papillote, oui. Par exemple, cuit même à l'eau et assaisonner beaucoup avec des condiments. Ou alors prendre des, comment ils appellent, des graisses végétales. Voilà. Puis alors des rillettes en papillote. On a une question sur les aliments à proscrire pour éviter le mauvais cholestérol. On va voir un petit cours de cuisine. Oui, parce qu'à l'hôpital, des cours de nutrition sont régulièrement organisés pour permettre justement aux patients de revoir les bases d'une alimentation équilibrée. Céline Morel, Jean-Pierre Surle et Régis Sarrazin ont suivi un de ces ateliers. On va essayer de parler un petit peu des lipides ensemble et des quantités de matières grasses qu'on doit avoir à chaque repas. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a des types d'huile qu'on ne devrait pas utiliser? Qu'ils soient atteints de cholestérol ou de tension artérielle, les patients assistent à cet atelier cuisine avec le même objectif, apprendre les bases d'une alimentation équilibrée. On va d'abord commencer par la vinaigrette allégée. Là, vous êtes 4. À la base, on aurait dû mettre 1 cuillère à soupe d'huile par personne. Pour alléger un petit peu la vinaigrette, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe d'eau. D'accord ? Belle cuillère à soupe d'eau. C'est important de faire cette vinaigrette allégée car ça leur permet de quantifier les quantités de graisse en fait. On a remarqué que les gens ont tendance à ne pas doser l'huile, ce genre de choses, à y aller avec la bouteille, donc c'est vraiment pas terrible. Donc on leur demande de quantifier avec des cuillères à soupe. Le poulet, ça fait partie de la famille des viandes, poissons, œufs. On est d'accord. Qu'est-ce que ça apporte, les viandes? Ça va amener du cholestérol. On évite de manger quoi dans le poulet en général? La peau. La peau, voilà. Et on va... Toutes les familles d'aliments vont ainsi être décryptées par la diététicienne. Ça apporte quoi les légumes? Les fibres. Les fibres. Il faut savoir aussi que les fibres, ça aide à faire baisser le cholestérol, ça aide à faire baisser la pression artérielle et ça ralentit l'absorption des sucres. Après la théorie, place à la pratique. Les participants vont découvrir les joies d'une alimentation diététique. Un petit peu de beurre salé, ça serait sympa, mais pas raisonnable. C'est pas très fameux, honnêtement. Honnêtement, c'est fade. Aucun aliment n'est interdit si la quantité est respectée. Un petit ballon de rouge. Ah oui, mais il n'y a pas le ballon de rouge, alors donc... Je suis déjà venu en 2006. Les examens étaient meilleurs. J'ai quand même essayé de suivre les oméga, tout ça. Dans les achats, j'ai essayé de penser à tiens, faut acheter ça plutôt que ça et autres. Si, j'ai quand même, faut bien, quand même que ça serve. Hein. Voilà, faut pas venir. Enfin. Une fois le repas terminé, la diététicienne va remettre en cause certaines idées reçues. Lorsqu'on a du cholestérol, on peut quand même se permettre d'avoir 10 grammes de beurre le matin. Et certains pièges à éviter. À votre avis, quels sont les fromages les plus gras? Les pâtes dures. Comme on enlève de l'eau, on concentre les nutriments. Le corail des noix de Saint-Jacques, vous savez, la partie rouge, ça faut éviter, c'est riche en cholestérol. D'accord? Dans les huîtres, lorsqu'elles sont laiteuses, on fait attention, elles sont grasses. Elles sont grasses. Et là, effectivement, apparemment, c'est à éviter. Et ça, je dois dire, ça, par contre, j'y avais jamais pensé. Lunettes sur le nez, les patients partent maintenant à la chasse aux lipides, peu visibles sur les emballages alimentaires. Attention aux yaourts qui contiennent plus de 3% de lipides. 9,5. 9,5. C'est vrai que quand on fait les courses, on est toujours très pressé et on regarde pas toujours les compositions et autres. Donc il va falloir maintenant se forcer à prendre un peu plus de temps. Du temps, il en faudra à ces patients pour que tous ces conseils diététiques deviennent un véritable mode de vie. Alors, Asa posait la question, quels sont les aliments à proscrire pour éviter ce mauvais cholestérol? Si on écoute bien ce reportage, il n'y a rien d'interdit complètement finalement. Il faut faire attention à beaucoup de choses, limiter beaucoup de quantités, mais finalement l'idée d'avant où on interdisait tout le fromage, tout ça, ça n'existe plus. Non, je crois qu'on est dans une vie où la convivialité, c'est de se nourrir, c'est de partager. Donc moi je dis que les écarts, ils sont obligatoires, mais il faut apprendre à les gérer. Donc si vous faites un écart, n'en faites pas 3 de suite, c'est ce qu'on dit aux patients. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que la diététicienne du service a proposé. Un petit peu de beurre de temps en temps, si vous aimez ça, surtout n'hésitez pas, un petit peu de fromage. Mais pas de beurre, du fromage et de la rillette, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors il y a un aliment qu'on évite quand on a du cholestérol, c'est les œufs.
Combien d'œufs par semaine peut-on manger sans risque lorsqu'on doit faire attention à son taux de cholestérol? Christelle, n'arrête pas de dire que le jaune d'œuf, c'est pas bon. C'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Vous n'en savez rien. Mais voilà, le problème c'est que l'œuf, c'est riche en cholestérol. Il y a 200 à 300 mg de cholestérol par jaune d'œuf, mais il y a de la lécithine dedans. C'est pas vraiment comme le cholestérol qui est comme dans la viande grasse, par exemple. Et il semble que les études montrent que les grands mangeurs d'œufs font pas autant de mauvais cholestérol que ceux qui mangent par exemple de la viande ou de la charcuterie. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'interrogation. Mais disons que 2 à 3 œufs par semaine, ça me semble tout à fait raisonnable pour des gens qui ont trop de cholestérol. Rachel demande s'il est vrai que seulement un tiers de notre cholestérol vient de l'alimentation. C'est vrai que l'essentiel de notre cholestérol est fabriqué par notre foie. Et c'est vrai que c'est seulement un tiers. Mais il faut bien comprendre que le cholestérol est éliminé dans le tube digestif et il n'est pas éliminé par le rein. Et il est recapté. Il y a ce qu'on appelle un cycle entéro-hépatique. Ce qui fait que même quand, par exemple, vous ne mangez pas de cholestérol dans l'alimentation, vous en avez quand même dans le tube digestif. Il est récupéré, il part dans le foie. Absolument. D'accord. Manger des pommes permet-il de réduire le taux de cholestérol et combien par jour? Alors, dans la pomme, il y a de la pectine. Et il y a des études qui montrent que quand je vous donne de fortes doses de pectine, ça fait baisser votre cholestérol, probablement parce que ça empêche justement l'absorption du cholestérol qui est dans le tube digestif et peut-être des acides biliaires qui dérivent aussi du cholestérol. Mais il faudrait vraiment manger beaucoup de pommes. Donc je ne pense pas que dans un régime usuel, ça puisse vraiment avoir un quelconque effet sur le taux de cholestérol, même si c'est toujours bon de manger des fruits frais. Didier demande si les margarines et autres produits anti-cholestérol sont efficaces. On va voir un reportage. Mais vous, Janine, vous utilisez ces produits sur lesquels il est écrit... Oui, je le fais. Et ça, vous pensez que c'est efficace? Efficace. Vous mangez quoi, par exemple? Je peux sans marque, donner... sans marque. Non, sans marque. Non, c'est margarine, des huiles. De la margarine, enfin pas de margarine, c'est du végétal. Ouais. Oui. Mais vous faites attention, quand c'est marqué bon pour le cholestérol sur les... Ah ben je fais attention, oui, je regarde ça de près. Hein. On a une autre question. Pourquoi les publicitaires peuvent-ils encore clamer que la margarine, une telle, réduit le cholestérol en 15 jours, demande Robert. On va déjà regarder sous forme de yaourt, de produits à boire, de beurre et même de céréales. Les vertus anti-cholestérol de certains aliments apparaissent effectivement en grosses lettres sur certains emballages. Que valent vraiment ces produits? Décryptage, c'est avec Céline Morel, Jean-Pierre Surle et Régis Sarrazin. Impossible d'y échapper, les produits anti-cholestérol ont envahi les rayons des supermarchés. Yaourt, beurre, vinaigrette et céréales, face à cette nouvelle gamme d'aliments, les consommateurs restent perplexes. Peut-être que ça peut aider, mais je n'y crois pas 100%, on va dire. C'est pas ça qui, sur le long terme, pour des gens qui ont vraiment des problèmes de cholestérol, qui va permettre de réduire leur cholestérol. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Alors, arnaque ou produit miracle, ces produits laitiers se distinguent par la présence d'un composé végétal, le phytostérol. Comment fonctionne-t-il? Pour le savoir, nous avons posé la question à ce spécialiste. Les phytostérols, qui sont chimiquement le cholestérol des végétaux, est en compétition au niveau de l'intestin avec le cholestérol pour son absorption. En d'autres termes, les phytostérols vont freiner la pénétration du cholestérol à l'intérieur de l'organisme. Donc si on consomme ces produits régulièrement, on diminue la pénétration du cholestérol dans le sang et donc le taux de cholestérol va baisser en quelques semaines. Le but, c'est d'atteindre 2 grammes de stérols végétaux par jour en prenant soit la margarine, soit des yaourts, soit la vinaigrette. L'important, c'est juste d'apporter les 2 grammes par jour de stérols végétaux, ni plus ni moins. Et les produits laitiers ne sont pas seuls. Certaines céréales affichent aussi des vertus anti-cholestérol grâce à la présence de fibres solubles. Ça contient des fibres solubles, en particulier du bêta-glucan. Et si on consomme suffisamment ces fibres solubles, on a un effet vraiment significatif pour réduire le taux de mauvais cholestérol et sans effet secondaire. Mais la consommation de ces produits ne suffit pas pour réduire le taux de mauvais cholestérol. Ça doit toujours s'associer à une alimentation pauvre en graisses saturées, qui on ne le rappellera jamais assez, c'est la première mesure diététique à promouvoir quand on veut faire baisser le taux de mauvais cholestérol. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a reconnu l'efficacité de ces aliments sur le cholestérol. Ces produits, enrichis en phytostérol ou en avoine, sont les seuls à avoir l'autorisation de mentionner leur effet anti-cholestérol sur l'emballage. Alors, est-ce que ça veut dire que si on mange ces produits, effectivement, on va faire baisser notre taux de cholestérol et donc on réduit le risque d'infarctus? C'est ça toute la question. Oui, ces produits font baisser le taux de cholestérol entre 10 et 15%.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette baisse du cholestérol va entraîner une baisse des infarctus. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études précises où on a pris par exemple 2 populations, une à qui on donnerait avec des phytostérols et l'autre sans phytostérol, qu'on les compare hélas pendant quelques années, c'est assez long, et puis voir le nombre d'infarctus. Là, ça permettrait d'être vraiment sûr. C'est un petit peu là le problème. Est-il possible de déboucher les artères en revoyant son alimentation? Pascaline, c'est-à-dire que là, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, la plaque d'athérome là qui bouche un peu l'artère avec ou sans le caillot. Est-ce qu'on peut faire marche arrière? Est-ce qu'on peut détruire comme ça Alors, vous pensez que oui, Janine? Moi, je ne crois pas. Parce que Janine répond à vos questions avant vous. Mais la raison, au contraire. Donc Janine, s'il vous plaît, un argumentaire scientifique. Non, je n'ai pas la prétention. Vous ne pensez pas qu'on peut revenir en arrière? Non, moi, je ne pense pas. Alors, réponse. C'est difficile. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle une régression. Et une régression, c'est difficile à mettre en évidence aussi parce qu'en fait, quand votre artère, elle commence à se boucher, elle va se remodeler. C'est-à-dire qu'elle va en fait finalement se grossir, s'élargir. Et quand vous allez avoir une régression, elle va se remettre en place comme avant. Donc c'est très difficile de mettre en place une régression des plaques. Mais ça a été mis en évidence, surtout avec des traitements très importants, avec par exemple des statines qui font baisser jusqu'à 60% le taux du mauvais cholestérol. Mais il y a une étude, c'est un peu vieux, qui date d'il y a 15 ans, qui est une étude où les gens mangeaient moins de 10% de matière grasse par jour, où ils faisaient je ne sais pas combien d'heures d'exercice physique. C'était sur à peu près 90 patients, et on a fait ce qu'on appelle des coronarographies, donc on a injecté un produit dans les artères coronaires, et on a vu qu'il y avait une petite diminution. Donc c'est probablement possible, mais au prix d'un régime très intense. Janine, on disait tout à l'heure, votre père souffrait d'une hypercholestérolémie, et ensuite ça a continué, votre fille et votre petit-fils sont atteints? Mon père, mon frère, ma fille et mon petit-fils. Votre petit-fils, il a quel âge? Il a 6 ans et il atteint 4 grammes. Et on donne des statines à 6 ans? Ça y est, il est commencé le traitement. Alors en effet, maintenant on a des études faites chez les enfants. Il y a certaines statines qui ont fait l'objet d'études spécifiquement chez les enfants. Et on peut donner des statines chez les enfants, indiscutablement. Ça marche très bien. Janine, une alimentation riche en ail contribue-t-elle à faire baisser le taux de cholestérol? Julie vous demande. Est-ce que vous mangez beaucoup d'ail? Je mange beaucoup d'ail, mais je ne sais pas si vraiment ça apporte de faire baisser le cholestérol. Non, je ne pense pas. Janine, vous ne pensez pas? C'est votre dernier mot, Janine. Oui. Très bien, réponse. Alors écoutez, l'ail, il semble que ce soit un produit qui puisse lutter contre les maladies cardiovasculaires. Il y a eu quelques papiers dans les revues quand même, de cardiologie comme Circulation par exemple. Il y a dans l'ail une substance qui est l'aniline, qui est un petit peu vasodilatatrice. Et je crois qu'il faut voir de façon plus globale la nutrition. On veut absolument trouver le nutriment qui va donner l'effet. Or en fait, il n'y a pas le nutriment. Quand vous mangez une pomme, dont on parlait tout à l'heure, il y a 150 substances différentes. Quand vous buvez du vin, quelle est la bonne substance? Quand vous prenez de l'huile d'olive. Donc c'est pas la peine de faire un extrait d'ail, un extrait de vin ou un extrait d'huile d'olive. Il faut prendre ces aliments tels qu'ils sont, copier finalement les régimes qui ont montré qu'ils permettaient de lutter contre le cholestérol, et puis c'est ce qu'il faut faire, plutôt que de vouloir prendre un nutriment comme un médicament. C'est complètement différent. C'est un mode de vie versus la lutte contre une maladie. C'est vraiment 2 philosophies différentes. Marie-Claude demande s'il vaut mieux consommer les graisses le matin au petit déjeuner. C'est-à-dire si on veut prendre un peu de beurre, est-ce que c'est mieux au petit déjeuner qu'aux autres repas pour le problème de cholestérol? Je n'ai pas d'avis sur la question. Je pense que de toute façon, c'est un problème de quantité. Faut pas oublier de mettre du pain en dessous. Non, parce qu'en général, on dit que les calories, il vaut mieux les prendre au début de la journée plutôt que tout accumuler le soir. Bien sûr. Mais là, pour l'histoire directe du cholestérol, il n'y a pas de raison. Moi, je pense que finalement, les gens, ils ont des habitudes de vie. C'est vrai qu'on dit que c'est préférable de prendre un petit déjeuner copieux pour pouvoir tenir le coup dans la journée. Donc, pourquoi pas? Janine, vous êtes suivie tous les combien maintenant par votre médecin pour les analyses, pour tout ça? Mes analyses 2 fois, voire 3 fois dans l'année quand même. Et j'ai recours à un cardiologue en complément par le fait, plus mon médecin traitant. Et votre taux de cholestérol s'est stabilisé? Disons qu'avec des essais pour m'adapter à ces statines, ça baisserait un petit peu plus et je supporterais un peu mieux parce que j'étais rendue à prendre le médicament par demi-comprimé. Et maintenant, on arrive à prendre 1 comprimé et demi par semaine, donc c'est un record. Et vous faites des exercices un petit peu? Pas trop, je ne suis pas très courageuse de ce côté-là, c'est d'ailleurs dommage. Mais disons que j'essaie de faire un peu de marche.